Chapitre 9. Le couloir de connexion. En parallèle de mes expériences spirituelles, je continuais ma recherche picturale. À vrai dire, c'était plutôt l'inverse. C'est ma recherche picturale qui a provoqué, initié mon accès à la spiritualité. En mettant au point le système électronique pour animer mes tableaux par la musique, j'ai commencé à voir se dégager des relations, des liens entre certaines formes, certaines couleurs, placées à certains endroits, les unes par rapport aux autres. Suivant la composition, l'effet lumineux dans son animation était plus ou moins puissant et efficace. Je ne me fiais pas seulement à mon avis, j'écoutais attentivement les réactions de mes visiteurs. Ils ne me faisaient pas changer d'avis comme une girouette, mais ce qu'ils disaient me faisait examiner plus attentivement la partie qu'ils avaient invoquée, et je la modifiais, la retravaillais si leur avis rejoignait mes préoccupations. On parle depuis longtemps de relations particulières entre la musique et les couleurs, c'est-à-dire la lumière. Ce sont surtout des musiciens qui se sont interrogés. La plupart du temps, il ne s'agissait que de vues poétiques, sans réel fondement, comme celle de Boris Vian. Mais au début du XXe siècle, Scriabine se pencha sérieusement, avec les moyens limités de l'époque, sur cette hypothèse. Il était un musicien, compositeur, chef d'orchestre russe très célèbre, et voyageait beaucoup pour donner des concerts. Il faisait partie du courant spirituel de la théosophie, alors très en vogue. Il pensait que la liaison de la musique et de la lumière donnerait un art total, capable d'emporter l'auditoire dans une transcendance. Il se référait au mystère de Delphes, dans l'Antiquité grecque, qui avait provoqué des états transcendantaux sur tout un public en conjuguant l'utilisation d'instruments de musique avec des effets visuels. D'après ce qu'on sait, puisque le déroulement des cérémonies était tenu secret. Il conçut un orgue visuel projetant des couleurs suivant la musique. C'était très primitif par rapport à ce qu'on peut obtenir aujourd'hui. Ces résultats ne furent pas très probants. Ses œuvres musicales, elles, se rapprochèrent plus de son idéal, comme le poème de l'extase. Un jour il dit, obstiné dans sa recherche, ça sera l'art total ou la mort. Quelque temps après, il fut piqué par une mouche noire, pourtant supposée inoffensive, à la lèvre. Il était très célèbre et riche et eut droit aux meilleurs médecins. Sans que personne n'y comprenne rien, il mourut 3 jours après. Il avait seulement 43 ans. Curieusement, je suis né en 1943 et me retrouve dans la même situation, sauf financière, aboutir ou la mort. À force d'expérience, je finis par dégager une relation particulière entre la musique, la lumière et l'électronique, entre parenthèses, incluant la lumière émise par des petites lampes électriques colorées, ferme la parenthèse. Cette relation, j'ai tenté, au moment de sa découverte, de la clarifier en la notant sur le papier. Mais je me suis aperçu que je n'y arrivais pas. Elle restera donc purement intuitive. Elle me permet quand même, avec les règles qu'elle impose, de composer différents tableaux de lumière animés en musique par l'électronique. Celle-ci étant une discipline de pure logique, j'ai eu envie de pousser cette logique à son extrême. Et j'ai débouché sur une hypothèse, un concept surprenant. L'idée que pourrait exister le tableau spectacle le plus captivant est un seul. Avec le temps, le tableau a grandi au point d'emplir complètement l'espace dans la salle dans laquelle il se tient, devenu l'extasium. Il s'est appelé d'abord la porte de lumière, puis la porte de l'extase, et un aspect surgissant seulement en lumière fluorescente, la porte du paradis. J'ai beaucoup hésité à me lancer dans cette recherche, car ce que je pressentais était beaucoup plus rigoureux et d'un abord plus difficile pour le public qui achetait mes œuvres. C'est pendant la période qui va de 1980 à la fin 1981 que j'ai ruminé cette hypothèse et qu'ont commencé
les premières manifestations sortant de l'ordinaire. Début octobre 1981, je suis présenté à Iris Clerc, galériste réputée. Elle était un personnage très important dans la vie parisienne et le monde des arts, issu de la haute bourgeoisie qu'elle détestait. Elle me rapporta d'ailleurs les vraies motivations d'artistes qu'elle découvrit, comme Yves Klein ou Armand. Ils se retrouvaient à une terrasse de bistrot à Saint-Germain-des-Prés et posaient la question en ces termes. Que peut-on faire pour faire chier ces cons de bourgeois? L'évolution de l'art depuis l'urinoir de Duchamp et le dadaïsme jusqu'au conceptuel montre que leurs descendants ne se sont pas améliorés. D'ailleurs, il y a peu de temps, au début du XXIe siècle, un grand magazine affiché en couverture, exposé à la vue de tous sur les parois des kiosques à journaux, la question titre: les bourgeois sont-ils toujours aussi cons? Ce qu'il y a de grave, c'est qu'ils tiennent les cordons de la bourse, empêchant les vrais artistes de se faire connaître. Iris avait été mariée à un producteur de cinéma qui avait produit un film célèbre en son temps, L'eau vive, qui avait fait connaître un chanteur devenu très célèbre par la suite, Guy Béard, pour la chanson du film. Elle était d'origine grecque et cousine de Mélina Mercouri, la grande actrice devenue ministre de la Culture en Grèce. Iris Clerc était du signe de Taureau, avec un fort ascendant Lion qui lui faisait dire qu'elle était en réalité du Lion. Son sourire si chaleureux semblait confirmer ses dires. Le soleil semblait entrer dans la pièce quand elle souriait. Elle avait organisé des expositions, événements mondains plus ou moins choquants, comme l'exposition du vide par Yves Klein. Il n'y avait rien dans la pièce toute blanche, où les visiteurs ne pouvaient entrer qu'un par un. Elle fut suivie de l'exposition du plein par Armand, où tout l'espace était rempli de détritus ramassés dans les poubelles environnantes. Quelques jours après, ils durent tout évacuer, tant ça sentait mauvais. Elle était à tu et à toi avec tout ce qui comptait dans les milieux mondains. Une telle personne était indéplaçable. Un jeune marchand de lithographie, Jean-Pierre Aubert, qui aimait ce que je faisais, mais qui n'avait pas les moyens de me faire connaître, s'arrangea pour passer en voiture en bas de chez moi avec Iris qu'il véhiculait ce jour-là pour des raisons professionnelles. Il lui parla de mes réalisations en des termes flatteurs et enthousiastes et la décida, de plus ou moins bon gré, à monter chez moi. Heureusement, j'étais là. Au début, elle était sur la réserve en voyant mes peintures sur toile. Elle en avait tellement vu. Mais quand je lui présentai mes tableaux animés par la musique, elle fut conquise. Je la revis à la galerie qu'elle tenait alors à Neuilly, au siège d'une banque, et la surpris en achetant une des œuvres d'art qu'elle présentait. Ce magnifique fessier que j'ai déjà évoqué, installé depuis dans ma chambre. Jamais aucun de ces artistes ne lui avait acheté d'œuvre. À ces moments, j'en avais les moyens. Elle accepta de s'occuper de mes créations et on débuta non seulement une collaboration, mais aussi une profonde amitié très respectueuse. Un jour, je lui avais adressé un courrier, comme je l'ai fait de temps en temps, pour mieux exprimer certaines pensées profondes. J'écrivais que je la considérais comme ma mère spirituelle. Elle en fut à la fois touchée et vexée. Vous auriez pu dire une sœur. Nous ne nous sommes jamais tutoyés, tant j'avais de respect pour elle. Si elle appréciait mes œuvres, ce n'était pas le cas de certains artistes jaloux dont elle s'occupait. Un jour, j'étais dans son grand studio en étage à Neuilly, face au bois de Boulogne. Il y avait un peintre et sa compagne qui déblatéraient sur mon œuvre et les couleurs que j'utilisais, au point que je décidai de partir. Iris me raconta qu'ensuite, ce peintre lui dit courageusement, avec hargne: « J'ouvre la fenêtre, tu balances dehors ce tableau. » Cette rencontre avec quelqu'un d'aussi introduit dans le monde de l'art contemporain m'encouragea à me lancer dans la voie plus austère du tableau ultime. Mais entre parenthèses, au fil du temps, j'ai dû déchanter par rapport à ce que je croyais naïvement être une ouverture d'esprit plus grande. Fin de la parenthèse. 27 octobre 1981, jour de mon anniversaire. Mon cadeau. Je découvre la structure dessinée, le plan du couloir de l'infini, qui sera la base de mes découvertes ultérieures après une longue gestation.
J'étais dans une période très intellectuello-spirituelle et j'ai mis au point cette image clé à partir de raisonnements très sujets à caution et qui se sont révélés faux par la suite. On sait que beaucoup de découvertes ont été réalisées par accident ou à partir de calculs erronés. Iris, quand je lui ai montré, m'a dit: Vous avez trouvé la perfection. Il s'agit d'une figure géométrique carrée qui donne une très impressionnante impression de profondeur en perspective. Le dessin en perspective est très difficile et long à faire sans l'aide d'un ordinateur. Plusieurs fois, j'étais engagé dans des agences d'architecture, à l'époque où j'y travaillais pour payer mes études, comme spécialiste de rendu de façade en perspective. Une seule façade d'immeuble pouvait prendre plusieurs jours à réaliser. Or, cette figure est comparativement très aisée à réaliser. Sur les côtés du carré, on mesure le neuvième à chaque extrémité. On joint par des lignes directrices ces points au centre. Puis, par ces mêmes points sur les côtés, on trace un carré plus petit qui vient couper les lignes directrices et se servant de ces nouvelles intersections, on trace un nouveau carré qui va à son tour croiser les lignes directrices qui serviront à construire ainsi de suite des carrés de plus en plus petits. Pour qu'on ait l'illusion d'un niveau, il faut deux lignes parallèles de chaque côté du carré avec une ligne fuyante. La ligne directrice donnant l'impression de profondeur et aux extrémités des bords qui sont eux perpendiculaires aux lignes parallèles et qui démarrent à la jonction supérieure avec la ligne directrice fuyante. Ainsi, toutes les deux lignes, on dessine une perpendiculaire aux extrémités en alternant avec les lignes de fuite directrices qu'on conserve uniquement une fois sur deux. Arrivé au neuvième niveau, pour lequel on aura dessiné 18 lignes sur chaque côté, on constate que le carré central est 10 000 fois plus petit que le carré d'origine. C'est surprenant, d'autant que de nombreuses traditions, dont chinoises, donnent au nombre 10 000 une valeur particulière sans qu'on ait pu en trouver la raison. L'image obtenue rappelle un couloir. C'est aussi l'intérieur d'une pyramide et autre chose qu'on découvrira plus loin. Or, j'ai lu que la véritable entrée de la pyramide de Gizeh en Égypte, attribuée à Khéops, se trouvait à la 18e assise. Au Mexique, dans le Yucatan, la pyramide de Chichén Itzá comporte 9 niveaux. Intéressant, non? Je dois reconnaître que j'ai fait cette trouvaille à partir de raisonnements et spéculations qui se sont révélés faux par la suite, comme par exemple assigner alternativement aux niveaux des couleurs chaudes avec des couleurs froides, du bleu avec du rouge. Elles devaient s'illuminer en fonction des graves et des aigus de la musique. Or, depuis, cette image s'est détachée de la musique et a une autre fonction très importante que je n'aurais jamais pu imaginer sans cette suite de spéculations erronées. C'est à la suite de la découverte de cette image que l'énergie est apparue. J'avais découvert le dessin, mais pas comment l'exprimer. J'essayais diverses manières. C'était très long à peindre, et il fallait recommencer un autre tableau à chaque fois que l'œuvre terminait. Je me rendais compte intuitivement que ça n'allait pas. Oh, picturalement, en tant que tableau, c'était réussi. Mais je sentais, sans savoir pourquoi, que ça n'allait pas, et que je devais recommencer. Ça s'est encore compliqué par la suite quand j'ai commencé à utiliser des peintures fluorescentes, puis après phosphorescentes, et encore plus tard photoluminescentes. J'ai donc cherché et cherché. Ce n'est qu'une quinzaine d'années d'efforts après sa découverte que j'ai su comment le représenter, après qu'il me soit apparu plusieurs fois et d'aspects différents dans des visions. C'est avec une de ces versions, Rubis Royal, que j'avais eu la vision, yeux ouverts en pleine lumière, du carré lumineux jaillissant vers moi. En attendant, par simplification, pour essayer de trouver, je réalisais des tableaux ne comprenant que les côtés de ce dessin. N'osant pas encore réaliser un tableau carré, je conçus un tableau rectangulaire plus facilement accepté par d'éventuels clients, baptisé le couloir de connexion. C'est cet ami François Jacques qui trouva le titre. Il était annonciateur de ce qui allait se passer plus tard. Iris n'avait plus de galerie. Et de toute façon, la galerie n'est pas propice à présenter un spectacle avec de la musique. Dans ces nombreuses relations, il y avait le directeur du jardin d'acclimatation dans le bois de Boulogne.
Il mit à sa disposition, pour une présentation d'un soir, le 5 juillet 1982, le petit théâtre situé à côté du bowling. Généreusement, elle prenait à sa charge les frais du cocktail. On lança les invitations pour la soirée du 5 juillet 1982. On présentait les illuminations d'Alain Bisson. Ce sera ma première présentation en public. On ne présenta qu'un seul tableau. Avant de raconter cette exposition, j'aimerais parler de ce qu'était la situation que je rencontrais pour faire connaître et vendre mes œuvres avant de faire la connaissance d'Iris Clair. Il s'agit d'un texte que j'ai écrit en 1982, mais qui malheureusement correspond toujours à la réalité. Commençons par un exemple de rencontre de clients potentiels en dehors du monde de l'art. Il s'agit du patron, propriétaire de la fameuse boîte à la mode pendant des décennies que j'ai reçue chez moi, Monsieur Castel, décédé depuis. Ça me faisait un drôle d'effet en pensant à la fascination qu'exerce son club depuis tant d'années et tous les trucs que j'essaie de trouver pour y entrer, n'étant pas membre, quand j'habitais Saint-Germain-des-Prés. Malheureusement, pour les facilités que j'aurais pu obtenir de cette visite, depuis déjà longtemps, je n'appréciais plus ce genre de distraction trop bruyante, fatigante et superficielle. Ils venaient voir mes tableaux spectacles liés à la musique. Ils y ont tellement plu qu'à notre rendez-vous suivant à son club, au lieu d'examiner seulement les lieux susceptibles de recevoir un de mes tableaux, il m'a gentiment fait visiter la maison du haut en bas, sur plusieurs étages. Ça fait toujours une curieuse impression de visiter une boîte de nuit ou un lieu de spectacle pendant la journée quand il n'y a personne. On a un peu l'impression d'une entité morte. Depuis, grâce à mes tableaux, j'ai pu visiter plusieurs de ces lieux célèbres, toujours pendant la journée. C'est un côté assez amusant de la vie d'artiste d'être reçu partout et de découvrir tous ces univers qui, normalement, sont fermés à la majorité. Ce qu'on y découvre est riche d'enseignements. Entre autres, j'ai découvert que l'univers du luxe et de la richesse n'est qu'une façade, un décor, derrière lequel les personnages qui l'animent se retrouvent seuls et vides. Quand on connaît le décor baroque et archi-surchargé de chez Castel, on peut vraiment se demander où j'aurais pu caser une de mes œuvres. Je dois dire qu'en toute franchise, je ne le voyais vraiment pas. Pourtant, j'aurais voulu lui en vendre un, au moins au père Castel. Il avait bien pensé en plafond au-dessus d'un nouveau coin à danser. Je n'osais rien dire. J'avais trop besoin d'argent, entre parenthèses, comme toujours. Mais le tableau à 30 centimètres au-dessus de la tête des gens, de toute façon, dès qu'on a parlé d'argent, j'ai bien compris que les rumeurs sur le sens de l'économie de M. Castel étaient bien fondées, et j'ai gardé mes tableaux. Ce besoin d'argent, bien sûr, comme tout un chacun pour vivre le quotidien, à la nuance près qu'un peintre n'a jamais de rentrée régulière et qu'on ne sait jamais combien de temps on devra attendre. Une fois, je suis resté 6 mois sans la moindre rentrée financière, ni le moindre espoir. C'était dur, avec le loyer qui tombait régulièrement chaque mois. Surtout, il y avait l'achat du matériel très coûteux par rapport aux moyens. Entre la peinture et ses accessoires, le matériel électronique et électrique et ceux qui m'assistaient occasionnellement, chaque tableau me revenait très cher, sans aucune certitude de le vendre. Je n'ai que très rarement eu des commandes sécurisantes. Il faut vraiment avoir une foi profonde dans l'œuvre qu'on doit accomplir pour y consacrer ainsi l'essentiel de toutes ses ressources. En tout cas, ne jamais proclamer ce besoin d'argent. Au contraire, faire comme si tout va bien, sinon on ne vend rien, ou pire, à des prix dérisoires. Les clients potentiels aiment acheter pas trop cher si possible, ce qui est normal. Mais alors qu'ils n'oseraient certainement pas discuter le prix de quoi que ce soit d'autre, ils se mettent à marchander sans vergogne et d'une manière la plupart du temps très hypocrite. Les amis, entre guillemets, étant ceux qui marchandent le plus âprement, surtout s'ils se sont enrichis. L'aide de l'État, elle fait tristement sourire tous les peintres que j'ai connus, tant elle est dérisoire et problématique. Et plus que partout ailleurs, la politique des petits copains prédomine. Entre parenthèses, plus de 20 ans après avoir contacté plusieurs ministres de la Culture ou leurs représentants, ainsi que les grandes institutions comme le Palais de Tokyo, le Centre de Pompidou, la Villette, la Cité de la Musique, la Ville de Paris, etc., je ne peux que confirmer
Fin de la parenthèse. Comme pour l'obtention d'un atelier par exemple. Après que vous soyez inscrit depuis des années sur une longue liste d'attente, on vous proposera peut-être un jour un atelier situé à 30 ou 40 km de Paris, sachant très bien qu'il est primordial pour un artiste d'être dans la capitale, aussi bien pour les facilités de son travail de création que, surtout, pour les relations avec ses clients potentiels. Alors il y a les achats de l'État? Autre farce. Il faut aller voir un représentant des affaires culturelles supposé être habilité à sélectionner les bons artistes. Selon quels critères? Bien entendu, il n'est pas question de venir visiter votre atelier. On se contente de juger d'après photographie. Puis, on doit transporter 3 toiles au musée d'art moderne de Paris, où on n'est admis que par l'entrée des fournisseurs et du parking au sous-sol. Là, on est reçu par des fonctionnaires qui se contentent de vous remettre un reçu numéroté. Plusieurs jours après, vous n'avez plus qu'à repasser récupérer vos 3 tableaux, dont aucun bien sûr n'était retenu. Aucun commentaire n'accompagne le refus d'achat. Jamais vous ne pouvez rencontrer les membres du jury chargés de faire la sélection. Et surtout, vous ne pouvez pas savoir à qui ils ont acheté des tableaux et ce qu'on a acheté. Quand on sait qu'en plus, on ne vous achètera quoi que ce soit qu'une seule fois, alors vraiment, l'aide de l'État. En 1985, j'ai eu la preuve de ce copinage, entre guillemets, parce que j'en ai bénéficié. Après un spectacle que j'avais donné avec un de mes tableaux, le député du lieu qui avait assisté est venu chez moi. Mes œuvres lui ont plu et il a téléphoné à un de ses copains en place, qui m'a passé une commande, sans même me faire passer devant une commission. Depuis, je suis invité aux manifestations officielles, comme tous ceux qui ont reçu une commande publique. Ça m'a permis de savoir ce qui avait été acheté avec l'argent des contribuables. J'en suis accablé. Surtout des nullités qu'une personne saine d'esprit et ayant un peu de goût ne voudrait certainement pas voir chez elle. Et le monde des galeries? C'est un univers sclérosé, une survivance d'un modèle de civilisation en train de disparaître. Entre les escrocs en tout genre, les incapables, les naïfs, les loups, les requins, les spécialistes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du début du XXe siècle, des impressionnistes, du style naïs, des surréalistes, des conceptuels, etc. Il n'y a pas beaucoup de place pour la création authentique et vivante. Il y a aussi les cyniques, tels les patrons de la galerie Zizi Pacho, entre guillemets, de Bruxelles. Monsieur et Madame, assistés de la directrice de leur galerie parisienne, Madame Pissebleu, sont venus un soir voir ces fameux tableaux en lumière animés par la musique. Surtout parce qu'un de leurs bons clients était sur le point de m'en acheter un. Alors quand même, s'il y avait de l'argent à prendre, c'était un événement. Les visites de propriétaires ou directeurs de galeries ayant été particulièrement rares. Ils étaient d'un froid glacial en entrant chez moi. Entre parenthèses, ce qui est le cas de la plupart des marchands ou fonctionnaires de l'art. Fermez la parenthèse. On voyait qu'ils étaient contraints de me rendre visite. Jamais auparavant, j'avais reçu de personne aussi méprisante et hautaine. On aurait dit qu'ils portaient des œillères, tant ils veillaient à ne pas regarder les toiles accrochées au mur de l'atelier pour se rendre dans la pièce où je faisais les démonstrations de mes tableaux en musique. Vous comprenez, quand on a une telle haute idée de soi-même, on ne va pas s'abaisser un peu de sympathie ou de chaleur humaine. Évidemment, comme la plupart des gens de cette espèce, ils confondent le haut niveau de leur compte en banque avec celui de leur valeur véritable en tant qu'être humain. Pendant que je les conduisais, sans qu'un mot fût échangé, je me disais que tout de même, toutes ces années d'efforts, tout ce travail constant, toutes ces difficultés à surmonter, ce dévouement complet à une tâche, à une œuvre, à l'art, sans certitude autre que la foi en quelque chose au fond de soi-même, auraient pu mériter au moins un peu d'attention de la part de ces soi-disant découvreurs de talent. Il faut dire que ce qu'ils exposaient habituellement était d'une telle morbidité. Des toiles représentant un homme ou une femme se taillaient dans les bras à coups de lame de rasoir,
ou ce happening dans leur galerie de Bruxelles où on déversait des boîtes d'asticots vivants sur une jeune femme étendue nue par terre. On peut se demander si ces gens et ceux qui les encouragent sont vraiment sains d'esprit. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, je les ai obligés à regarder au moins un de mes tableaux pendant 20 à 30 minutes, soit une phase complète d'un disque vinyle 33 tours. Entre parenthèses, ce n'était pas encore le CD numérique. Fin de la parenthèse. À propos, si Georges Mathieu était le champion de la rapidité pour réaliser une œuvre, je bats tous les records de durée pour la contemplation d'un tableau. Je me rappelle très bien les premiers mots de Madame Pachaude après le spectacle et que la lumière fut revenue dans la pièce. C'est extraordinaire, vous avez trouvé quelque chose de fantastique, vous êtes à l'avant-garde de l'art. Ça faisait un moment déjà que je m'en doutais, mais venant d'une telle autorité dans le marché de l'art et sachant ce qu'elle considérait comme l'avant-garde, j'ai su ce jour-là que je me tenais à l'extrême avant-garde. Le tableau que je leur avais présenté était déjà dépassé dans mes recherches. Elle se situe alors dans une sorte de space opéra cosmique. J'ai d'ailleurs démonté ce tableau depuis. Madame Pachaude ne m'a même pas demandé si j'avais autre chose à lui montrer, quelles avaient été mes études préalables et surtout mes projets, comme aurait dû le faire n'importe quel marchand de tableaux sérieux. Il est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans ceux que j'ai rencontrés. Elle a conclu que, de toutes ces belles trouvailles, malheureusement, je n'en avais fait qu'une mauvaise bande dessinée. Elle aurait au moins pu dire dessin animé. J'ai bien essayé de lui parler de mes recherches, de mes difficultés, surtout matérielles, et du rôle qu'une galerie comme la leur pouvait jouer dans une telle découverte. Mais dès qu'on a parlé finances, on m'a abreuvé de bonnes paroles. Lire les journaux et magazines d'art, me tenir au courant de la mode artistique, enfin. Et puis on a conclu en me donnant rendez-vous à Bâle, en Suisse, à la Foire internationale de l'art, plusieurs mois après, entre parenthèses, quand chaque semaine et chaque jour m'était une épreuve. Fin de la parenthèse. On vous présentera des gens. Sous-entendu à la mode, eux. C'est empressé de conclure monsieur heureux de pouvoir enfin parler. Quant à la directrice de leur galerie parisienne, Madame Pisse-Jaune, elle n'a pas dit un mot de la soirée, calquant son attitude sur celle de ses patrons en bonne domestique bien stylée. Cette Madame Pisse-Rouge avait-elle des consignes ou était-elle naturellement méprisante? En tout cas, c'était habituel chez elle, car voici ce que me rapportait Agathe Lemaire. Agathe était une artiste de très grand talent, qui n'a voulu suivre que sa voie personnelle, sans succomber au charme des modes passagères de la peinture. Elle peignait essentiellement d'étranges personnages sur de très grandes toiles, très belles, très puissantes par leur composition et leur couleur. Comme bien des artistes, elle a dû subir les affronts des directeurs de galeries et s'en trouver profondément meurtrie. Elle avait été trouvée, cette Madame Pisse-Orange, et lui avait présenté des photos de ses œuvres. Bien entendu, il fallait ensuite voir les peintures. Mais on ne déplaçait pas comme ça ces exécuteurs de talent. Alors, elle avait exigé d'Agathe qu'elle lui porte ses toiles à la galerie située à l'angle de la rue Mazarine et de la rue Guénégaud dans le 6e arrondissement. La pauvre n'avait pas encore d'expérience suffisante de ce genre de personnage. Elle loua un camion, embauchant un copain pour le conduire et arriva à l'heure au rendez-vous, 5 heures pile, avec 5 toiles. Comme elle s'apprêtait à descendre les toiles du camion, cette Madame Pisse-Violet, visiblement dérangée, lui dit sur un ton peu amène: « Oh, surtout ne montrez pas ça à la galerie. » Ça commençait bien. Au bout d'un moment, elle s'était décidée à monter dans le camion, avec sa jupe verte plissée et ses cheveux roux tout frisottés. Elle n'est pas restée 5 minutes, elle était très agréable. C'est pas du tout la tendance de la galerie. Comme si elle n'avait pas pu se rendre compte sur les photos qu'Agathe lui avait présentées à leur première rencontre. C'est de l'acrylique? Non, madame, c'est de l'huile. Elle n'a pas regardé une toile de plus et retourna dans son domaine sans même s'excuser du dérangement, des frais et des espérances déçues qu'elle avait suscitées, comme n'importe quelle personne un tant soit peu éduquée l'aurait fait. Cette dame et ses patrons ne sont malheureusement pas un cas unique. Ils ne représentent qu'un exemple de la façon dont sont traités les artistes. Dans une autre galerie de la rue de Seine, caractéristique de l'état d'esprit de ces gens-là, on a répondu à Agathe, entre parenthèses,
Je précise que cette Agathe n'est pas celle avec qui j'ai connu les expériences spirituelles et sensuelles. Fin de la parenthèse. Oh, certainement pas pour la galerie. Éternel refrain auquel on ajoutait ces choses charmants. Oh, vous aurez du mal à trouver une galerie qui expose ça. Et si le peintre a la sensibilité exacerbée, comme tous les créateurs, rejeté de partout, se suicidait après de tels affronts? Avec cela, il s'agissait quand même d'art. Il y en avait d'autres, tel monsieur Montagne Ensoleillée, qui aurait vendu n'importe quoi. Il vendait d'ailleurs n'importe quoi. De la peinture, bien sûr, dans un style plus proche de la place du Tertre à Montmartre, avec ses barbouillages pour touristes gogo, que de l'avant-garde. Mais aussi des antiquités, du cognac, des cravates, les plus belles du monde, du moins ce qu'elle disait. Mais la cravate, c'est vrai qu'il connaissait, avec son baratin de vrai camelot. Toujours à vouloir bouleverser le marché de l'art par des associations de toutes sortes, très officielles, mais qui, sous couvert d'aide aux artistes, étaient toujours à son profit. Celui-là, avec ses airs napoléoniens, entre parenthèses, il en avait la taille et l'autorité, mais pas la prestance, on aurait plutôt eu l'impression d'une sorte de batracien, fin de parenthèse. Voulait même m'imposer la conception de mes tableaux. Parlons maintenant des médias, et en particulier des magazines spécialisés et des salons. Il faut savoir que les magazines d'art ne sont généralement, en fait, que de la publicité déguisée, puisque pour paraître dedans, et surtout avoir une photo, ce qui est primordial quand on parle de peinture, il faut payer, et cher. Sauf évidemment si vous êtes une célébrité. Vous servez alors d'alibi pour la vente des magazines. C'est aussi de la publicité mensongère, puisqu'elle n'apparaît pas au grand jour et qu'elle se présente sous forme d'articles d'information et comble de dérision. C'est une mauvaise publicité, puisqu'elle n'est lue essentiellement que par les annonceurs eux-mêmes, c'est-à-dire les artistes qui s'illusionnent sur leur investissement. Quant aux magazines non spécialisés, bien peu ont une rubrique d'art digne de ce nom, et encore moins avec des photos en couleur. Quand on compare avec ce qu'on peut lire aux USA ou au Brésil par exemple, on se demande quelle est la véritable terre des arts. Si vous réussissez à connaître quelques journalistes, c'est l'impasse. Pour qu'on parle de vous dans leur canard, il faut que vous soyez exposé en galerie. Mais pour être exposé en galerie, indépendamment de ce que ça vous coûterait dans les galeries qui se contentent de louer leurs murs, il faut que vous soyez déjà connu. Un vrai cercle vicieux. En fait, les reportages se font au gré des copinages. J'en ai bénéficié à de rares fois, et des arrosages de toutes sortes. Tableaux, déjeuners, entre parenthèses dans le grand restaurant, s'il vous plaît, fermez la parenthèse, etc. Bien entendu, tout ceci ne concerne que les, entre guillemets, jeunes peintres. Entre parenthèses, ce n'est pas une question d'âge, mais de notoriété. Fin de la parenthèse. Si vous devenez célèbre, c'est l'inverse qui se passe. On vous harcèlera pour rehausser l'image de marque de n'importe quelle feuille de chou. Ceci n'est pas spécial à la presse écrite spécialisée dans l'art et se pratique dans tous les médias. Un jour, on m'a proposé de filmer un de mes tableaux pour une émission de télévision passant le dimanche après-midi. Elle était présentée par Jacques Martin, qui présentait des choses extraordinaires ou sortant du commun. Ce n'était peut-être pas la meilleure émission pour me faire connaître, mais j'allais enfin pouvoir montrer mon œuvre en public. Et quel public! Des millions de gens à la fois. C'est peut-être la fin de ces difficultés innombrables de toutes sortes qui m'assaillaient depuis des années. Le réalisateur de l'émission est venu voir mes tableaux. Il était lui-même un ancien peintre n'ayant pas eu la force de continuer. Il s'était reconverti à un travail régulier pour une vie avec plus de sécurité. Il était enthousiasmé. Rendez-vous est pris pour le tournage le vendredi suivant. Mais le jeudi, il m'appelle, désolé et gêné. Le comité de la production avait décidé qu'on n'allait pas faire la promotion d'un peintre. Il est bien connu qu'on ne promeut personne à la télévision, pas les acteurs, ni les chanteurs ou autres. À vrai dire, je n'avais certainement pas les mêmes moyens, car des bruits couraient dans certaines agences de publicité que je fréquentais professionnellement sur les tarifs des producteurs d'émissions télévisées. Heureusement, il y a quand même eu des gens beaucoup plus ouverts, agréables, chaleureux, désintéressés et même sympathiques. Je sais, ça surprend. C'est de Philippe Bouvard dont je parle. Il m'a reçu un dimanche midi à son émission et n'a pas du tout été le monstre d'ironie cinglante qu'on connaissait habituellement.
Je me doutais bien qu'auparavant, qu'il avait ses cibles. Il y a comme ça des gens qui méritent l'ironie cinglante. Ce passage télévisé a une conséquence immédiate. Le lendemain matin, je recevais un appel téléphonique d'Alain Dugas affolé. Un client à qui il avait vendu, avec d'autres intermédiaires, un de mes tableaux spectacle avait suivi l'émission. Quand Philippe Bouvard m'a demandé à quel prix je vendais mes œuvres, il avait dû bondir en entendant qu'il lui avait fait payer le double du prix le plus cher annoncé et s'apprêtait à porter plainte. Alain me demandait d'écrire une lettre précisant que les prix annoncés correspondaient au tarif courant, mais que certaines œuvres exceptionnelles, dont celles achetées par ce client, pouvaient être beaucoup plus chères. Dans notre accord, il était spécifié qu'il devait me remettre 50% du prix de vente. Il m'avait abusé aussi. Et je lui dis que, à mon tour, j'allais porter plainte pour abus de confiance, s'il ne me donnait pas la partie des 50% correspondant à la différence. Paniqué, il rappela ses intermédiaires, qui bien sûr n'avaient plus cet argent déjà dépensé. Il me retéléphona pour me proposer, au lieu d'argent, une magnifique platine tourne-disque Denon à entraînement direct sur bloc en plexiglas transparent. Un matériel de très haut niveau. Exactement ce qui manquait à mon installation sonore. Bien que la différence d'argent ne soit pas exacte, j'ai accepté et écrit cette lettre. Mon œuvre s'en trouvait d'autant valorisée. Voici au moins un bénéfice de ce passage à la télévision. Il n'y a eu aucun autre résultat. Les gens s'illusionnent sur l'importance de passer une seule fois à la télé. Eric, un brave garçon qui souhaitait à toute force se lancer dans n'importe quel business et qui souhaitait promouvoir mes réalisations, me demanda plus tard si j'étais prêt à lui signer un contrat d'exclusivité à vie. Entre parenthèses, ce qui est illégal, mais les naïfs roublards ne le savent pas. Fermez la parenthèse. Pour quelle raison? Il connaissait quelqu'un qui travaillait dans une chaîne de télévision à qui il proposerait uniquement de me présenter. Celui-ci pourrait me faire passer une fois dans une émission, entre parenthèses, sans que je sache laquelle en plus, fin la parenthèse. Il croyait qu'à la suite de ce passage, j'allais devenir célèbre et qu'il n'aurait plus qu'à ramasser les millions. Et puis la radio. Radio 7 d'abord. J'y suis passé cultiver un peu Michel dans son émission Cultivez-moi Benoît. Ambiance très relaxe, très copain, mais très pro. Ce n'est pas facile de montrer de la peinture en radio. Aussi, j'étais très surpris de recevoir plusieurs coups de téléphone sympathiques après l'émission. Il y a eu aussi France Inter, le pop club de José Arthur. Il correspondait bien à l'image que je m'en faisais depuis plusieurs années. Et j'ai été très heureux du moment que j'ai passé avec lui dans cette émission qu'il réalisait au Fouquet's sur les Champs-Élysées. En fin de compte, c'est beaucoup plus facile de passer à la radio. Et j'ai eu plusieurs interviews passées sur diverses radios, y compris une radio de Suisse romande, c'est dire. L'interview le plus tendu s'est passée à Madrid. Ce n'était pas tendu à cause de ma peinture, que j'exposais à la galerie Rojo y Negro, rouge et noir. Mais au moment où mes toiles avaient quitté Paris pour l'Espagne, le général Franco venait de tomber malade. Quand je suis arrivé au studio pour l'émission de radio, les journalistes m'ont prévenu qu'on pouvait être interrompu d'un moment à l'autre. On n'a pas été interrompu cette fois, mais quelle tension! Les gens redoutaient une nouvelle guerre civile. Pas une toile n'était vendue dans cette atmosphère inquiète. Le jour où on a décroché les peintures des 6 mètres de la galerie, Franco est mort. Je vous assure, je suis pour rien. Quoique... Les salons d'art contemporain ne sont plus qu'une survivance du passé quand ils servaient à révéler de nouveaux talents et que le public et les critiques d'art s'y bousculaient. Aujourd'hui, après que l'artiste ait payé ses frais d'installation et d'accrochage, il constate que les rares visiteurs sont les autres artistes ou leurs amis. Les acheteurs sont encore plus rares, même s'il arrive qu'il y en ait. Moi, j'en ai jamais eu dans ces endroits, même si j'étais invité au Salon de Montrouge en 2006. J'ai obtenu le prix de cristal accordé par un jury d'enfants. Prix purement honorifique comme il se doit. Il n'y a que les organisateurs de salons à être rétribués. Il y a les foires de l'art, comme la Foire internationale d'art contemporain de Paris
ou FIAC. Quel panier de crabes! Le pire de la profession s'y trouve réuni. Tous d'accord sur un point essentiel, le fric. Heureusement que l'argent n'a pas d'odeur. Ce serait insoutenable. Je sais que dans tout commerce, le bénéfice est normal, mais ce qu'il y a d'insoutenable dans celui-ci, c'est l'alibi art et la façon de procéder. N'est pas admis qui veut à la FIAC. Non seulement les droits de participation sont très élevés, mais les galeries susceptibles d'y être admises peuvent en plus se voir refuser de présenter tel artiste, toujours suivant le même critère, le pognon. Pas question de donner sa chance à un nouvel artiste si les sélectionneurs propriétaires eux-mêmes de galeries ne l'ont pas décidé. Comment savent-ils qu'un artiste se vend ou non? Uniquement en fonction des valeurs établies en suivant la bonne règle de ne jamais prendre de risques. Contrairement à toutes les autres foires professionnelles brillant par leur dynamisme, celle-ci brille par son passéisme et son protectionnisme qu'un visiteur non averti ne remarquera pas nécessairement. Quand on parle d'art, on ne doit pas parler d'argent, surtout pas avec l'artiste. Par exemple, un jour on m'a dit « Dites-nous combien vous voulez, on s'arrangera, ne vous inquiétez pas ». Ce qui signifie en clair « On vous paye si on vend les tableaux 3 ou 4 fois plus cher ou davantage même ». Je m'étais souvent demandé pourquoi les prix ne sont pas affichés dans les galeries. La pudeur de l'argent face à l'art? Une fois, j'avais organisé une exposition de mes œuvres dans un lieu que j'avais loué face à Notre-Dame. La directrice d'une grande galerie des Champs-Élysées avait daigné venir voir mes tableaux. Comme j'avais affiché la liste des prix, elle m'avait aimablement conseillé pour apprendre le métier. Vous ne devriez pas montrer vos prix. Vous vous rendez compte, si une personne riche se présente, vous pourriez peut-être lui vendre beaucoup plus cher. Ce qui ne se pratique pas dans les autres commerces est courant dans le commerce de l'art. On fait payer suivant la tête du client. Le grand soir de lancement au jardin d'acclimatation est arrivé. Pour renforcer l'événement, je me suis rasé le crâne et j'ai dessiné une robe blanche longue de grand prêtre égyptien, inspirée des dessins de Jacques Martin, l'auteur de la bande dessinée des aventures d'Alix. C'est Fumi qui me l'a réalisé, avec une finition de haute couture. Je sens une étrange impression quand j'enfile cette robe, tellement étrange que je n'ai plus jamais osé la porter par la suite. Fumi et Michiko ont revêtu leurs plus beaux kimonos pour accueillir les visiteurs qui commencent à arriver. D'après la billetterie du jardin, il y en aura plus de 1000. Iris Clair connaissait vraiment beaucoup de monde. On a prévu d'alterner des séances de présentation d'une quinzaine de minutes dans le noir avec des ambiances cocktail pour qu'Iris puisse parler à d'éventuels clients. En attendant de me présenter, je finis de me préparer dans les loges. Patrice, qui me tient compagnie avant de photographier la soirée, me propose de la cocaïne à sniffer. Ça n'inspire pas. Il insiste et j'en mets un peu sur mes lèvres. Ce sera toute mon expérience de ce produit dont je n'ai pas du tout aimé les effets. J'avais connu Patrice quelques années auparavant. Il était photographe et travaillait pour un magazine, un des rares qui a publié un article sur mon travail. Le rédacteur en chef l'avait envoyé prendre quelques photos. Quand celui-ci découvrit mes tableaux animés par la musique, il eut un choc et craqua. Il bondissait d'enthousiasme, il les adorait et revint souvent me voir. On devint de grands amis. L'inconvénient avec lui, c'est qu'il était profondément perturbé intérieurement et se perdait dans une multitude de questions auxquelles il essayait de trouver des réponses auprès de moi, dans de très longues conversations téléphoniques interminables et souvent très tardives. J'essayais de l'aider du mieux que je pouvais, mais je ne comprenais pas pourquoi il était si perturbé. J'avais remarqué qu'il buvait beaucoup. Un soir, il me reconduisit chez moi dans son Austin Mini. J'étais très inquiet, car elle conduisait de la main gauche, à demi tournée vers moi, pour me parler, tout en zigzagant involontairement sur le boulevard de Strasbourg, heureusement à peu près vide à cette heure tardive. On venait d'une soirée où il avait déjà beaucoup bu, et en plus, il tenait dans sa main droite un grand verre de whisky pur, aux 3/4 plein, qu'il sirotait tout en conduisant.
Par chance, j'arrivai à bon port, et lui le lendemain me confirma qu'il était toujours vivant. Plus tard, il m'avoua qu'en plus de boire, il tâtait de diverses drogues dures et qu'il avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, dont Sainte-Anne. Je ne cherchais pas à le bousculer dans ses révélations, et au fil du temps, la confiance grandissant, il continua sa confession. Sa perturbation qui le faisait vivre d'une manière si déréglée remontait à très loin. Il avait tué son meilleur ami dans un accident de voiture qu'il conduisait et dont il était ressorti grièvement blessé. Depuis, il se sentait responsable de la mort de son ami. Comme il souffrait énormément, on lui avait donné de la morphine, beaucoup de morphine, ce qui l'avait rendu accro. Il vivait une vie de souffrance physique et morale, d'autant qu'à la suite de cet accident, dû au fait qu'il conduisait une voiture volée et qu'il était poursuivi par la police, il avait passé quelques années en prison. Ceci n'était déjà pas banal, mais l'origine de ce fait divers, l'époque où ça s'est passé, ce que les médias en ont fait, et surtout notre rencontre amicale est incroyable. Il vivait à Neuilly, fils d'un général. Il avait toute une bande d'amis et d'amis qui s'ennuyaient. Ils décidèrent, pour rompre leur monotonie quotidienne, d'aller faire une virée à Deauville. Pour donner plus de piquant à leur aventure, ils décidèrent de voler des voitures, alors qu'ils n'en avaient pas besoin, étant tous originaires de grandes familles bourgeoises. Leur folle équipée aurait pu se passer bien, si au retour, alors qu'ils faisaient la course, ils se sont fait remarquer et pris en charge par la police. Toutes les voitures volées purent s'échapper, sauf celle de Patrice à cause de son accident. Toute la bande était responsable. Mais devant le scandale qui impliquait plusieurs familles de notables de Neuilly, on décida d'étouffer l'affaire en faisant porter le chapeau à Patrice seul. Les journalistes, en s'emparant de l'affaire, l'appelèrent la bande des blousons dorés, en relation et en opposition avec les blousons noirs, voyous des classes populaires qui sévissaient à cette époque. Ces blousons dorés représentaient ce qu'il y a de plus mauvais dans la société, car ces nantis volaient uniquement par désœuvrement, pour le plaisir, par perversion. Ainsi, Patrice, qui n'avait jamais bien sûr porté de blouson et encore moins doré, était devenu le symbole du mal. L'histoire s'était passée à peu près dans la période où moi j'étais devenu symbole du bien à la Ciotat. C'est quand même étrange qu'on se soit rencontrés longtemps après et qu'on soit devenus de grands amis. Encore un coup du destin. Patrice était un très bon photographe, qui réussit de splendides portraits de Marie. Comme à cette occasion, je lui relatai ma dépression juste avant de rencontrer Marie et ma tentative de suicide dont je fus sauvé par une main invisible qui m'avait poussé, du moins c'est ce que j'avais ressenti. Il me raconta qu'il avait essayé d'échapper à ses souffrances en tentant par 2 fois de se suicider. À la suite de ces 2 tentatives avortées, il était persuadé qu'il y avait bien quelqu'un ou quelque chose qui l'avait protégé, et que tant que l'heure n'était pas venue, on ne pouvait pas se suicider. La première fois, il essaya le gaz. Il habitait une grande tour d'habitation à un étage élevé dans le 15e arrondissement, en bordure de la Seine. Comme il ne voulait pas de mal à ses voisins, il accrocha une pancarte avec la mention « Attention, fuite de gaz ». Il calfeutra minutieusement les entourages de portes et de fenêtres, prit plusieurs comprimés d'un puissant somnifère, ouvrit le gaz en grand, s'allongea et attendit. Le temps passa et il ne s'endormit pas, alors que d'habitude, ce médicament qu'il utilisait régulièrement pour échapper la nuit à ses souffrances était très efficace. Cette fois, pas moyen de s'endormir. Au bout d'un moment, il commença à s'ennuyer, puis à être pris par une envie de fumer. Toujours rien à faire pour dormir. L'envie de fumer devint de plus en plus forte. Il n'éteint plus et se releva en ouvrant toutes grandes les portes et les fenêtres après avoir éteint le gaz. Il retira la pancarte dans le couloir et alluma avec délice sa cigarette, tout en étant pris par un fou rire libérateur. Son envie de suicide avait disparu. Cette fois, on peut s'interroger sur une intervention extérieure, mais la deuxième. Il récidiva quelques mois plus tard. Cette fois, il prit un fusil de chasse à 2 coups, un héritage de famille.
Il s'installa sur la cuvette des toilettes, posa sa tête sur le canon et tira. Il perdit connaissance. À son réveil, il était étendu par terre. Il y avait 2 impacts au plafond. Il n'avait rien. Par la suite, il se maria et eut une petite fille. Un jour, son épouse m'informa qu'il venait de décéder et que j'étais convié à son enterrement au cimetière Montparnasse. Elle n'a pas voulu me dire ce qui lui était arrivé. J'en ai conclu qu'il avait fait une 3e tentative et que son heure finalement était arrivée. Apparemment, on vit mal d'avoir été symbole du mal. 6 juillet 1982, lendemain de la présentation du couloir de connexion. La soirée a été un très grand succès mondain, mais le tableau n'a pas été vendu et il n'y aura aucune suite concrète de cet événement. Je suis revenu le chercher, ainsi que le système de son qui m'a été prêté pour la soirée. Un copain m'avait présenté le patron polonais d'une société qui construisait des enceintes audio amplifiées d'une certaine qualité. Il m'avait fait une démonstration très spectaculaire avec un de ces systèmes. Et quand je lui ai annoncé ma présentation au Bois de Boulogne, il m'a proposé de me le prêter, ayant vu la possibilité de trouver d'éventuels clients par ce biais. En fait, il s'illusionnait. Comme je le constaterai au fil du temps, le monde de l'art, entre parenthèses des arts plastiques, ne semble pas s'intéresser à la musique reproduite. Je pense que la raison en est que cet univers est profondément spéculateur et qu'on ne peut pas spéculer sur la musique, que ce soit un CD, un disque vinyle, un amplificateur ou une paire d'enceintes. J'étais accompagné de Wally, un technicien de cette entreprise qui avait fait l'installation du système comprenant un gros caisson pour le grave et un grand pavillon pour le médium aigu. C'était la première fois que j'utilisais un tel système, et la dernière. C'est la seule fois où de nombreuses personnes se sont plaintes du son. Tantôt, il paraissait lointain, presque inaudible. Tantôt, il éclatait dans les oreilles. Les systèmes à pavillon sont très coûteux et je n'en ai jamais entendu qui m'ait pleinement satisfait. Après avoir chargé le matériel, je repartis avec Wally qui conduisait. Dans la camionnette, pendant le trajet, je lui ai parlé de mon système de 4 enceintes situées chacune dans un angle de la pièce. J'en étais pas complètement satisfait. Et j'aurais souhaité les démonter pour les refondre en un gros système stéréo à 2 enceintes seulement. Je lui ai demandé s'il serait capable de le faire. Il me dit que oui, et on se met d'accord sur les conditions matérielles pour qu'il réalise cette transformation en 1 mois. En chemin, je me dis que je vais réaliser, entre guillemets, le meilleur système du son au monde. Ça n'aurait pu être qu'une boutade que je m'envoyais à moi-même, mais je me suis rendu compte que je le pensais sérieusement. Le temps passant, cette idée tourna dans ma tête, et je me demandais pourquoi je jouais au fanfaron vis-à-vis de moi-même en plus. Je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit d'autre. Les événements de vision et l'énergie me faisaient croire, au fond de moi, que j'étais capable de grandes choses. Mais là, quand même, j'y allais un peu fort. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, le meilleur? Meilleur en quoi? Je me suis aperçu que mon esprit était conditionné par la publicité et le marketing des magazines et des revendeurs de hi-fi qui vendaient le meilleur amplificateur ou la meilleure paire d'enceintes. Alors que finalement, ce terme ne veut rien dire. J'ai réfléchi et j'ai pensé qu'au lieu du meilleur, il fallait dire le plus réaliste. Ça au moins, ça veut dire quelque chose. Mes connaissances dans ce domaine étaient à peu près au niveau du grand public averti. Je ne savais pas grand-chose. Mais en peinture, en câblage et utilisation de l'électronique, je n'y connaissais rien au préalable. Et pourtant, j'avais réussi des œuvres captivantes que des gens fortunés achetaient. Et j'avais quand même fait des découvertes sur les relations entre la musique, la lumière et l'électronique. J'avais des capacités de naissance, une formation me préparant à beaucoup de directions. Et j'avais la sensation d'être puissamment guidé, aidé, conseillé par quelqu'un d'invisible. J'apprendrai sur le tas. D'autant que j'avais quand même été initié par quelqu'un de très informé dans la hi-fi de haut niveau. Il pourra m'apporter un soutien, au moins au début. Il s'agissait d'Alain Dugas que j'ai déjà évoqué. Bien que passionné de musique et de beaux sons depuis toujours, j'aurais pu en rester au matériel que j'avais acquis. Mais certaines réactions de visiteurs m'ont interpellé.
Plusieurs fois, des personnes venues revoir mon travail à 3 ou 4 semaines d'intervalle me demandèrent ce que j'avais fait à mon tableau, qu'elles trouvaient plus léger, plus pastel, plus profond, plus captivant. Or, je n'y avais pas touché, mais par contre, j'avais amélioré la qualité du son. Ces réactions m'ont fait comprendre l'importance cruciale du son dans la contemplation de mes tableaux animés en musique et m'ont ainsi donné la caution morale pour me lancer à fond dans cette recherche avec les dépenses qu'elle impliquait. Elle me montrait aussi que les gens attribuaient toujours les améliorations auditives à ce qu'ils voyaient, même des musiciens sur leur propre musique. Vendredi 1er décembre 1978. Tôt le matin, le téléphone sonne. Une voix d'homme me dit de passer le plus tôt possible à l'aventure. Il y a eu un problème avec mon tableau. L'après-midi de la veille, j'avais accroché un grand tableau dans cette discothèque, l'Aventure, située avenue Victor Hugo, à côté de l'Arc de Triomphe, animée par la chanteuse Dani. C'est le décorateur qui avait vendu mon premier tableau animant musique à une princesse saoudienne qui avait obtenu cette possibilité de montrer mon œuvre à un public pouvant avoir les moyens de l'acquérir. Très inquiet à l'idée que mon tableau puisse être endommagé, j'arrive à la discothèque, vide à cette heure matinale. Je rencontre un jeune type, peu amène, qui me dit que mon tableau a fait sauter toute la sono du club en pleine nuit. À cette époque, pour fonctionner, mes créations étaient reliées à l'amplificateur sur une sortie haut-parleur. Ce qui fonctionnait sans problème avec des amplis d'appartement n'allait pas du tout, comme je venais de l'apprendre, avec des amplis de puissance pour les sonos. Depuis cette malheureuse expérience, j'ai remédié à ce risque potentiel en équipant mes tableaux d'un micro incorporé. Mais c'est aussi grâce à cette panne que j'ai pu faire la bonne rencontre. Assez tendu, j'ouvre le tableau. Le garçon m'observe intrigué. Il est stupéfait quand il découvre l'intérieur, devient plus chaleureux et intéressé. Le tableau n'a rien. Ouf. Il se présente. Je m'appelle Alain Dugas. Je ne suis pas employé. Je suis un des clients de la boîte que je fréquente régulièrement. On me connaît bien ici, car j'y rencontre des clients que j'emmène ensuite dans l'appartement de mes parents à Neuilly, tout proche, pour leur proposer du matériel hi-fi exceptionnel et de haute qualité. On l'avait tiré de son lit pour dépanner la soirée, d'où sa mauvaise humeur. Et il avait dû apporter une paire d'enceintes et un amplificateur. Il n'avait pas vu fonctionner mon tableau, mais ce que je lui avais expliqué et ce qu'il avait contemplé à l'intérieur lui donnait une grande envie de venir chez moi pour le découvrir. En attendant, j'ai dû emporter ce grand tableau assez lourd. Entre parenthèses, j'utilisais du plexiglas pour peindre dessus. Fin de parenthèse. Il n'y avait plus de véhicule pour le transporter. Il n'était pas question de le laisser là en attente, vu la mauvaise humeur de la direction de l'aventure. J'ai dû me le coltiner à bout de bras dans le métro. Le retour a été très laborieux. Quelques jours après, Alain vient chez moi. Ce que je fais lui plaît beaucoup et il voit immédiatement la possibilité d'un commerce complémentaire à ses activités. Mes tableaux complètent parfaitement un système de son élaboré. Il me propose de devenir une sorte d'agent artistique en ayant une de mes œuvres en démonstration chez lui. Je ne le connais pas. Il n'a que 19 ans. Il n'est pas ou plus étudiant et apparemment passe la plus grande partie de son temps dans des clubs chics. J'ai déjà pris des risques avec mes peintures sur toile. Si ces risques ont été récompensés dans certains cas, dans d'autres, ils m'ont coûté très cher. Essentiellement avec des galeries indélicates qui ont vendu mes œuvres sans me payer. La première, c'était à Brasilia. 6 toiles non payées et avec un recours impossible. Une autre située à l'hôtel Méridien de la Porte-Maillot. Le patron avait l'air d'aimer ma création et a même écrit un texte de plusieurs pages d'une lucidité très clairvoyante sur ma recherche et mon devenir artistique. Ça ne l'empêchait pas d'escroquer les peintres qu'il représentait, pensant que ceux-ci n'oseraient rien faire, car il était toujours accompagné de 2 énormes bergers allemands à l'allure féroce, qu'on n'osait surtout pas approcher. Je me suis résolu à porter plainte. J'étais le seul, tant les artistes sont des individualistes et isolés dans leur pratique. Convoqué devant un juge,
le galériste a reconnu avoir vendu 16 de mes toiles sans m'avoir payé. Il y a eu un procès. Je n'ai même pas été convoqué ni averti. Il a été condamné, mais a disparu dans la nature. Plusieurs mois après, quelqu'un m'informa qu'il l'avait reconnu vendant sur une brocante en province. Mon avocat a prévenu la justice. Rien n'a été fait. Je n'ai jamais été payé pour mon travail. Au total, ce sont plus de 100 toiles qui ont disparu. Le record a été établi par une galerie américaine qui, à elle seule, m'en a confisqué, entre guillemets, une quarantaine. Le galériste était installé à Atlanta. Il avait vu mes œuvres dans une exposition qui se tenait dans une autre galerie, Austin Gallery, à New York. Il avait tellement apprécié qu'il m'avait fait rechercher par le ministère des Affaires étrangères. Il s'appelait Enzo Scalitz. Pendant des mois, nous avons correspondu par lettres et cassettes audio. Ma pratique de l'anglais avec Sandy Collins s'est alors révélée très utile. Il croyait très fort dans mon art et me disait que j'étais un génie. Il voulait que je vienne m'installer aux États-Unis. J'ai fini par me décider d'aller faire un tour là-bas, voir comment ça se passait. Entre-temps, il avait déménagé et s'était installé à la Nouvelle-Orléans. J'y arrivais avec une vingtaine de toiles dont il avait assuré les frais de transport. On fait transférer celles de New York où rien n'avait été vendu. Il en disposait donc d'une quarantaine, mais la situation de la galerie ayant périclité, il l'avait fermée. J'ai passé 2 mois chez lui, très tendu entre nous, inutilement sur le plan professionnel, sauf que j'y ai dessiné la série L'Esprit des Nations. Quand je suis rentré en France, fort déçu, j'ai dû laisser mes tableaux que je n'avais pas les moyens de rapatrier. Il ne m'a pas directement escroqué, mais je ne pouvais pas les prendre dans mes bagages. Cependant, s'il lit ce livre un jour, qu'il sache que je lui en fais cadeau pour le soutien qu'il m'a apporté dans ses courriers pendant une période où j'en avais bien besoin. Salut Enzo. Si le risque était encore acceptable pour des toiles pas trop coûteuses ni trop longues à réaliser, il n'était pas question que je perde un de ces tableaux à l'électronique si cher et au temps de réalisation si long. Quant au fait d'avoir un agent, bien sûr, j'étais intéressé. Comme tous les artistes plasticiens, je suis toujours à la recherche d'intermédiaires, d'agents artistiques, pour me faire connaître et vendre mes œuvres, ne pouvant pas le faire moi-même, et n'ayant pas les relations suffisantes. Beaucoup de personnes se sont proposées, près d'une centaine au total. La plupart ne faisaient que parler et n'agissaient pas. Plusieurs me l'ont fait croire pour que je leur confie un tableau qu'elles se procuraient ainsi à bon compte, sans me le payer. Mais quelques-unes se sont montrées vraiment efficaces et ont bien représenté et vendu mes créations. C'étaient généralement de belles jeunes femmes d'une trentaine d'années un peu passées, ayant de nombreux contacts dans les milieux riches où elles essayaient de faire une fin en se mariant. N'y arrivant pas, elles essayaient au moins de rentabiliser leur capital, entre guillemets, relationnel. Certaines étaient des femmes mariées, libérées, qui aimaient ma création et souhaitaient sincèrement me promotionner. Parmi ces belles agentes, il y eut Monique Bertrand et Annick Le Doré. Malheureusement, leurs actions ne duraient qu'un temps, n'ayant pas l'opiniâtreté d'un véritable découvreur artistique professionnel. Elles m'ont cependant beaucoup aidé. Finalement, je n'ai pas tergiversé et j'ai accepté de prendre le risque de confier un tableau animé en musique à ce garçon si enthousiaste. Bien m'en a pris. Quelques jours après, il revient, nerveux et très inquiet, à l'idée de s'être déplacé avec un gros paquet d'argent dans ses poches. Il avait déjà vendu le tableau, payé en espèces, venait me régler la somme convenue et chercher un autre à vendre. En même temps, il m'apporte la première tentation. À sa première visite, il m'avait déjà fait quelques remarques bien enveloppées, gentiment, sur la reproduction sonore de ma chaîne hi-fi Technics avec les grosses enceintes de Sono, disait-il, qu'il a complétées. Je l'avais pris assez mal, persuadé que j'avais ce qu'il y avait de mieux. C'est une constante dans ce milieu du son, très masculin, très machiste. Chacun croit qu'il a le meilleur système, entre parenthèses, le plus gros zizi, bien conditionné par le vendeur ami, entre guillemets, qu'il lui a vendu. Mais après son départ, j'ai repensé aux réflexions judicieuses qu'il avait faites. Il me faut toujours plusieurs jours pour digérer les propos qui me gênent. Mais j'en tiens compte,
et n'hésite pas à changer ma ligne de conduite si j'arrive à la conclusion qu'ils étaient justifiés. Quand il revint avec l'argent et la proposition d'une paire d'enceintes d'un niveau très supérieur aux miennes, j'étais à point et je les ai achetées. Ce n'était pas le moment financièrement. Et plus tard, dans la même situation, le choix de la musique s'est toujours imposé à moi. Je ne l'ai jamais regretté. Je me suis donc retrouvé avec les fameuses KLH qui avaient dépanné l'aventure. Plus tard, il vendit d'autres tableaux. Entre parenthèses, c'est lui qui en vendra le plus malgré son jeune âge. Entre fin de parenthèse. Et à chaque fois, me proposa un autre maillon de la chaîne IFI, un amplificateur ou des micros de bonne qualité, m'assurant qu'avec mon intérêt pour le son, je n'allais pas tarder à en avoir besoin. Il était clairvoyant et ne s'était pas trompé. Il m'a même convaincu d'acheter une deuxième paire de KLH, ce qui m'entraînera dans la folle aventure du son. Je rencontrai Alain dans un café près de la Poste de Neuilly, où il me faisait poireauter longtemps. Il n'a jamais été exact dans ses rendez-vous. Il me parlait longuement du son, qui était sa passion, pour m'expliquer et justifier les raisons d'amélioration de mon système. C'est ainsi qu'il fit mon éducation dans ce domaine. Lui-même avait été formé par un de ses oncles qui avait monté un label de disques classiques de très haute qualité sonore. Il l'accompagnait souvent aux séances d'enregistrement réalisées avec beaucoup de soin. Son oncle lui avait aussi fait connaître un célèbre acousticien américain, Roy Allison, qui poussa encore son initiation. Il était introduit en plus chez plusieurs importateurs de produits de haut niveau qui l'informaient en avant-première des nouveautés dans ce domaine. Tout d'abord, il me mit en garde contre les vendeurs des magasins spécialisés dans le matériel hi-fi qui vous conseillent amicalement, entre guillemets. Il me dit que la plupart ne connaissaient pas grand-chose au son, et la seule chose qui les intéressait était combien vous étiez prêt à dépenser. Par la suite, un vendeur avec qui j'avais eu des relations plus proches se vanta même de vendre ce qu'il avait décidé, quelle que soit la qualité, tant il s'en sentait capable d'influencer le client. Il faut dire que dans le son, c'est extrêmement difficile de se rendre compte du réel intérêt de tel ou tel article si on n'a pas une oreille particulièrement exercée. Et encore. Quant aux rayons spécialisés des grands magasins, à fuir complètement si on a besoin d'un conseil d'achat. Leurs vendeurs non formés n'y connaissent rien. Les plus intéressés se contentent de vous réciter la fiche technique accompagnant le produit, que vous pourrez lire à votre tour chez vous si vous avez procédé à l'achat. Il continua sa mise en garde contre les magazines spécialisés, devenus rares depuis l'invasion des ordinateurs et leur son extrêmement médiocre. Presque toujours, surtout en France, les articles de fond sont en réalité de la publicité déguisée. Pour s'en rendre compte, il suffit de feuilleter le magazine et quelques pages plus loin, on tombe sur une publicité, une vraie celle-là, des mêmes produits. Il me déconseilla de m'attaquer aux électroniques, n'ayant pas de formation dans ce domaine et précisant que les fabricants savaient très bien faire cette partie-là où les mesures prédominent. On mesure à l'entrée de l'appareil le signal et on mesure la sortie amplifiée. Le principe est simple, même si la concrétisation n'est pas aussi aisée à réaliser. Par contre, en ce qui concerne la fabrication des enceintes, il me dit qu'il y avait tellement de paramètres à interagir l'un sur l'autre qu'en dernier ressort, l'intuition artistique avait son mot à dire et que je pourrais peut-être arriver à quelque chose d'intéressant. C'était fort de ses conseils et de l'assurance que je sentais au fond de moi que je m'étais lancé dans la aventure avec Wally. Tout devait avoir été terminé dans le mois. Il apporte son outillage et commence par démonter une paire d'enceintes. Je lui règle ce qui est convenu, d'avance. Puis plus rien. Téléphone, rendez-vous manqué, promesse non tenue, menace de ma part. Il revient, continue un peu, puis disparaît. Je dois aller le guetter à la sortie de son travail pour le contraindre à continuer. Même rengaine. Il avance un peu, puis plus rien. Je me rends au fin fond de Gennevilliers, très loin de chez moi, dans la tour HLM où il habite. Je rencontre sa femme. Elle est désolée de voir comment il se conduit. Plusieurs fois déjà, il a promis de fabriquer un système de son, commencé, pris l'argent, puis laissé tomber le client. Je décide de lui confisquer le matériel qu'il a laissé chez moi,
qu'il avait subtilisé en partie dans la société qu'il emploie. Enfin, il réagit et me présente un de ses copains techniciens en électronique qui assurera la fin de la fabrication. Toutes ces péripéties ont pris un an, pendant lequel j'étais sur les nerfs en permanence. Au début, j'avais observé sa façon de procéder et comment était l'intérieur si mystérieux des caisses, et j'ai commencé à étudier une forme d'enceinte. J'ai dessiné plusieurs modèles, tous plus énormes et lourds, les uns que les autres, avec beaucoup de haut-parleurs, d'énormes caissons, d'extrême graves, superposés de caisses pour les graves, les médiums, les aigus. C'est Wally qui m'entraînait quand je le voyais dans des délires irréalistes. Alain Tugas me déconseillant de continuer en cette voie. J'ai finalement arrêté mon choix sur une enceinte entièrement recouverte de formica rouge, une boîte avec un gros parleur en façade et des évents laminaires de chaque côté qu'on appelle un caisson Onken, du nom de son concepteur. Sur les côtés extérieurs, j'avais réalisé un cloutage doré du plus bel effet. Elle était surmontée d'une forme complexe, toute en pan incliné, avec comme des ailes d'oiseau. Il y avait des haut-parleurs devant, sur les côtés, derrière. Il y en avait 11 par enceinte, au total, recouverts d'une fine maille dorée. Elle était magnifique. La mise au point et la finition a encore été très longue, car ce nouveau technicien me fit le même coup, entre parenthèses qui se ressemblent s'assemblent, fin de parenthèse, et traîna pendant un an supplémentaire. Au moins, le résultat était à la hauteur de l'attente. Pendant ce temps, par la force des choses, j'ai été conduit à plonger plus profondément dans la création et construction d'enceintes. Et au bout de 2 ans d'apprentissage difficile et involontaire, je me sentais capable de voler de mes propres ailes.